Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Du coup, sur un plus long terme, est-ce que vous avez un petit peu fait le bilan avec tous les adhérents de la FNHPA? Comment ils se projettent, comment ils envisagent peut-être de faire muter un peu leurs offres, de changer leur cible, leur communication, etc. Il y en a déjà qui commencent à réagir? Finalement, la source d'inquiétude pour le futur, elle est surtout sur le sauvetage de l'amont, c'est-à-dire de nos fournisseurs. Parce qu'on est un peu comme d'autres, on investit beaucoup chaque année, c'est l'une des sources de notre attractivité. Vous parliez tout à l'heure des parcs aquatiques, des aires de jeu, des restaurants, des services qu'on peut développer sur les campings et qu'on rajoute chaque année, évidemment, pour être plus attractif et plus créatif et pour satisfaire une clientèle qui veut toujours des nouveautés. Notre crainte cette année, c'est que si les campings stoppent leurs investissements au cours de l'automne-hiver 2020-2021, c'est que des fournisseurs ne s'en remettent pas et qu'on perde une partie de la créativité qui nous permet d'arriver à faire évoluer notre offre. Donc on va encourager les campings à continuer à investir cet hiver pour mieux rebondir par la suite. Parce que on est quand même assez optimiste. Alors évidemment, personne ne sait si le coronavirus sera à nouveau présent au cours de l'année 2021. Si entre-temps un vaccin aura été trouvé ou pas, ou si c'est un phénomène qui va revenir chaque année, sachant qu'on sera mieux prêt l'année prochaine que cette année, bien entendu. Tout ça, évidemment, ça relève de la boule de cristal. Mais on pense que les Français et les étrangers de proximité ont peut-être pris des habitudes qui vont durer un certain temps, peut-être 2, 3 ans, peut-être même plus longtemps, en partant en vacances non loin de chez eux plutôt qu'à l'autre bout du monde, pendant 1 ou 2 ans. En tout cas, si on fait le parallèle avec ce qu'imaginent les agences de voyage, on peut imaginer que ça peut être cette situation-là, puisque les agences de voyage disent qu'une partie de la population mondiale aura peut-être du mal à retrouver un rythme normal de voyage dans les 2 ans qui viennent. Donc ça veut dire que les gens vont partir en vacances en France et vont partir en vacances dans les pays frontaliers. Ce qui veut dire que pour le camping, l'année 2021 et l'année 2022 vont peut-être être de bonnes années, mais tout en gardant nos fondamentaux, sans forcément nous transformer, mais en continuant à appuyer sur ce qui a fait la recette de notre succès au cours des dernières années, des dernières décennies. C'est-à-dire des hébergements locatifs confortables, une poursuite de montée en gamme, y compris pour les emplacements tentes, caravanes, camping-cars, qui continuent de fonctionner très bien, parce que parfois on entend que les campings abandonnent l'emplacement nu pour se concentrer sur l'hébergement locatif. Ça n'est pas vrai. La fréquentation des hébergements nus est toujours très bonne et il y a même des clientèles nouvelles qui les découvrent, même si les clientèles nouvelles se concentrent surtout sur les hébergements locatifs. Et sur les hébergements locatifs, donc les mobil-homes, les chalets, les roulottes, les yourtes, les cabanes dans les arbres et tout un tas d'autres trucs plus ou moins particuliers, accueillent chaque année de plus en plus de monde. Et d'ailleurs, dans les statistiques qu'on a pu étudier avec attention depuis ces dernières semaines, on s'est aperçu non seulement les réservations se concentrent quasiment uniquement sur les hébergements locatifs, donc les mobil-homes, chalets et autres, un peu moins sur les emplacements nus que d'habitude, mais c'est normal parce que les gens vont faire beaucoup de dernières minutes, ils vont pas les bouder, ils vont se remplir quand même au cours de l'été, mais c'est juste dans les réservations pour l'instant on ne le perçoit pas. Et ce qu'on voit dans les réservations d'hébergements locatifs, c'est qu'il y a une proportion non négligeable de clients nouveaux qui n'ont jamais pratiqué le camping de leur vie et qui vont le découvrir à l'occasion de cet été particulier de 2020. Et si on arrive à être bon, à capitaliser sur cette situation particulière, on peut capter de nouveaux clients, à supposer qu'on arrive à les séduire cette année, ce que je pense, parce qu'on offre un peu les mêmes recettes, en tout cas que d'autres types d'hébergements comme les gîtes, par exemple, qui font un très bel été a priori, à travers la découverte de la nature, de l'espace disponible, des grands sites naturels au cours desquels le séjour se tient. Je pense qu'en appuyant sur ces créneaux-là, et le développement durable, bien entendu, à travers la découverte des paysages de la France, pour paraphraser comment Jean-Baptiste Lemoyne qui parle de vacances bleu, blanc, rouge, de découverte des territoires peu fréquentés habituellement. C'est là que les campings sont situés en général, on est situé assez peu en ville. Eh bien, il se peut que les Français prennent plaisir à redécouvrir la France. Ça tombe bien, nous sommes surtout dans les territoires ruraux français. Du coup, quels sont, d'après vous, vous avez déjà quand même pas mal balayé ces éléments-là, mais concrètement, comment vous imaginez le client de camping de demain et du coup l'exploitant de camping de demain? Le camping ne cesse de se transformer. En réalité, ce qui fait le secret de notre profession depuis toujours, mais notamment depuis 30 ans à peu près, c'est vraiment de s'appuyer sur cette souplesse d'exploitation qu'on essaye de défendre comme la prunelle de nos yeux,
que certains ne comprennent pas à quel point elle est formidable, c'est qu'à partir d'un objet qui a été aménagé il y a parfois 80 ans, 70 ans, on arrive au fur et à mesure des époques à passer d'un champ où il y avait que des gens qui venaient avec des petites tentes, avec des hébergements plus différents, les chalets dont je parlais, mais même les équipements de camping, la tente, la caravane, le camping-car, les tentes avec du bois, tous les objets un petit peu étranges que je vous listais tout à l'heure, la cabane dans les arbres, la yourte, la tente flottante, la tente accrochée à une branche d'arbre, etc. On a pu rajouter dans le périmètre d'exploitation que nous exploitons depuis des décennies, comme vous le disiez, des espaces aquatiques, des acrobranches depuis quelques années, parfois des parcs d'attractions, des centres équestres, tout un tas d'équipements et de services nouveaux que nous ne proposions pas dans le passé, qui nous ont permis de capter de la clientèle supplémentaire. Et maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, et c'est sans doute l'un des remèdes à la disparition justement des petits campings dont on parlait tout à l'heure, c'est d'aller encore un peu plus loin dans la segmentation, parce qu'il y a peut-être trop de standardisation pour une partie importante des campings de moyenne gamme, et notamment des campings de taille moyenne aussi, moyenne gamme et taille moyenne, qui peuvent se démarquer par rapport à d'autres modèles qui marchent très bien, notamment les resorts dont vous parliez, mais également des campings de groupe qui ont poussé très loin certaines thématiques particulières qui plaisent beaucoup à un segment de clientèle. Par contre, les campings de taille moyenne et les petits campings ont vocation sans doute à rebondir encore plus en scénarisant beaucoup plus leurs produits, leur camping, en choisissant une thématique forte, propre à eux. Et je pense par exemple sur les tout petits campings. On a 3000 campings de moins de 60 places en France qui sont vraiment tout petits. Ce sont ceux-là qui, en général, malheureusement, disparaissent, alors que certains commencent à les transformer pour en faire des petits établissements très cosy dans un esprit chambre d'hôte, un petit peu au cœur de la campagne souvent. Ça plaît beaucoup au CSP+, en particulier. Souvent, ils se lancent, mais pas seulement, dans l'insolite au sein de ces équipements. Et ce sont des établissements qui ont un vrai avenir à condition qu'on travaille beaucoup plus le marketing. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Et contrairement à d'autres modes d'hébergement dans la campagne qui ont disparu parce que justement, comme vous le disiez au début, ils sont engoncés à cause des normes d'accessibilité, de sécurité et autres. Dès lors qu'on est dans un espace naturel très souple d'exploitation, ces petits campings qui constellent la campagne française pourraient trouver un nouvel avenir. Mais ça marche aussi pour les établissements qui ont une centaine d'emplacements, 120 places, 150 places, et qui aujourd'hui sont un peu trop communs les uns par rapport aux autres. Et ça commence déjà vraiment à frémir. Comme je vous disais que c'est 2/3 de l'offre, ça peut nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin en termes de fréquentation. Pour faire simple, même si c'est encore, ça ne se confirme pas et que c'est encore un petit peu de la prospective approximative, objectivement, avec les lits touristiques que nous avons, puisque, comme vous le savez peut-être, on a de très loin la plus grande quantité de lits touristiques marchands en France. On a 2 700 000 lits touristiques, c'est-à-dire le double de l'hôtellerie entière. L'hôtellerie qui fait je ne sais plus combien, 220 millions de nuitées, je crois, par rapport, donc beaucoup plus que nous, c'est normal, ils sont ouverts toute l'année, ils ont un modèle économique différent. On est très complémentaires en fait de l'hôtellerie, on n'est pas dans les mêmes endroits et on n'accueille pas forcément les mêmes clientèles. Donc eux, ils font avec 1 300 000 lits, 220 millions de nuitées touristiques. Et nous, avec 2,7 millions, on fait 130 millions, 129 millions. Pour faire simple, si on arrive à redynamiser une partie importante des établissements existants, on ne parle pas de créer de nouveaux, ce sera très compliqué, d'ailleurs on ne le demande même pas, parce que ça voudrait dire revenir sur des principes fondamentaux de protection environnementale. Ne serait-ce qu'en s'appuyant sur ce qui existe, on peut aller chercher 1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire et 50 millions de nuitées supplémentaires. Et juste avec les établissements qui existent. Je vais vous donner juste un exemple. J'étais dans le Loir-et-Cher il y a quelques semaines, dans un camping municipal qui faisait royalement 20 000 € de chiffre d'affaires il y a encore 5 ans, 34 emplacements, donc un tout petit camping. La moyenne, comme je vous disais, c'est un peu plus de 100 places. Aujourd'hui, il fait 450 000 € de chiffre d'affaires, toujours avec 34 emplacements. Pour combien de milliers d'euros investis dans le camping? À peu près 800 000 €. Alors, sachant que c'est un camping municipal, il n'a pas fallu acheter le foncier. Pour un exploitant privé, s'il avait fallu acheter le foncier, ça aurait été plus compliqué. Mais là, c'est un camping municipal géré par la commune, en régie. Et évidemment, il n'y a qu'une typologie de camping particulière. Évidemment, on est plutôt sur du haut de gamme. Mais ça tombe bien, puisque les CSP+, recherchent plutôt les petites exploitations, parfois sans animation, mais très cosy, très bucoliques. Et on est sur des prix plutôt élevés pour arriver à développer un chiffre d'affaires comme ça. On est à 100, 150 € la nuit.
Donc, vous voyez un exemple concret, et des comme ça, il y en a des centaines, puisqu'on en a 3000 de moins de 60 places qui ne demandent qu'à développer leur activité. Il y a un élément qu'on n'a pas abordé ensemble, c'est le camping dans sa destination. Vous parliez de différenciation tout à l'heure, du produit, mais peut-être qu'il peut y avoir un lien quand on est dans des destinations aussi riches que vous avez mentionné le Gers ou le Périgord, mais il y en a des centaines d'autres en France. Comment vous envisagez ça, vous, et les adhérents? Cette place qui peut être prise, ce rôle qui peut être joué aussi, pour une destination touristique? Vous mettez le doigt sur une conviction que nous avons, parce que, bon, la première chose, je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais la France a une particularité, nous sommes le pays d'Europe qui a le plus de campings. D'autres pays ont fait d'autres choses, hein, des villages de vacances, des hôtels et autres. Nous, on a fait des campings. Et on est le deuxième pays au monde après les États-Unis, avec un maillage territorial que personne d'autre n'a au monde. On a 7 900 campings, je vous le disais. Les États-Unis ont 2 fois plus de campings que nous, 16 000, avec un pays qui est 15 fois plus grand que la France, donc la densité n'a rien à voir. Et à nous seuls, on a un tiers des capacités du continent européen. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Espagne n'a que 8% des capacités, et l'Italie, qui est le numéro 2 en Europe, a 15% du continent. Nous, on a 33% du continent. Donc autant dire qu'on est vraiment le pays du camping. Et la plupart des campings, y compris ceux qui n'ont pas d'activité économique mais qui ne demandent qu'à en avoir une, après repositionnement dont vous parliez, ils sont principalement situés dans des espaces où finalement la fréquentation touristique n'est pas la plus importante du pays. La campagne, on peut imaginer même en Lozère, dans le Lot. Alors le Lot, c'est un joli département touristique, mais la Lozère, ça n'est pas forcément le cas en termes de fréquentation. C'est pareil dans certains endroits de Bourgogne, etc. Et c'est vrai sur toute la France. Et il est clair qu'on a une conviction à cette occasion, à l'occasion de cette crise particulière, et alors que la France est en train de se doter d'une stratégie de développement touristique à travers le contrat de filière qui se met en place, le plan de relance européen qui va être fléché en partie sur le tourisme est une occasion rêvée d'arriver à mettre en scène, à mettre en tourisme tout un tas de territoires français qui n'ont pas d'activité touristique, qui ne demandent qu'à en avoir une. Et les hébergements touristiques existent déjà dans tous ces territoires. C'est notamment les campings, pas seulement, il y a les autres aussi, mais les campings avec leur capacité d'accueil importante, puisque en hébergement collectif, on a 48% de la capacité totale de la France. Entre les campings, les villages de vacances, les résidences de tourisme, les auberges de jeunesse, les hôtels, nous on a la moitié. Et une partie qui ne fait rien, qui n'a pas d'activité économique, hein, objectivement, il pourrait être dynamisé si le territoire se mettait lui-même en scène pour arriver à attirer les touristes. Parce qu'on sait bien que pour que le tourisme se développe, il faut certes des capacités d'accueil, quelles qu'elles soient, il faut des activités de loisirs, des activités culturelles, de la restauration, et évidemment une mise en tourisme du territoire. Eh bien, j'espère que cette année 2020 va être l'occasion d'une prise de conscience nationale pour que le tourisme domestique soit vraiment identifié comme étant un objectif national. Pareil pour le tourisme des Européens en France, en complément du tourisme international extra-européen qu'il faut conserver, évidemment, c'est très important, hein, pour Paris, pour les palaces, pour toute l'activité qui vit grâce aux Américains, aux Chinois, aux Coréens, etc. C'est très bien, il faut le maintenir. Mais n'oublions pas que deux tiers des touristes qui fréquentent la France sont des Français.